Ken Bugul, la folie et la mort. Le voyage en taxi-brousse vers la ville se passa sans encombre. Le taxi-brousse, une camionnette de marque japonaise avec la photo du timonier sur le pare-brise, déchirait le paysage. Fatou Ngouille et Yoro arrivèrent à la ville après avoir été ballottés dans tous les sens, mais la tête pleine de rêves. Les deux jeunes gens ne s'étaient pas beaucoup parlé durant le voyage, bien qu'ils fussent assis l'un à côté de l'autre. Les autres voyageurs, non plus, n'avaient pas beaucoup parlé, comme si ce voyage était redouté à cause de la vitesse folle du taxi-brousse ou de l'accueil que la ville pourrait leur réserver. Au village, Fatou Ngouille et Yoro ne se fréquentaient pas. Ils se connaissaient et avaient à peu près le même âge. Mais dans leur tête, durant tout le trajet, ils avaient les mêmes rêves. Aller à la ville où tout devait se trouver. Tout ce qui était le rêve de tous les jeunes du village. Les jeunes s'ennuyaient au village. Ils voulaient vivre autre chose. Il n'y avait plus rien qui les retenait au village. Avant, il y avait l'école, comme politique de développement. L'école était l'enjeu des débuts des années d'indépendance. Il fallait scolariser. Les livres étaient gratuits, la scolarité était gratuite. C'est une des priorités ainsi que l'agriculture et la santé. Il fallait investir en ressources humaines, matérielles et financières dans ces trois secteurs. C'était sans compter sur la cupidité et la stupidité des dirigeants des premières années d'indépendance. Les priorités furent détournées. Les ingénieurs agronomes formés finirent dans des bureaux au ministère des Sports. Les vétérinaires, au lieu de s'occuper des troupeaux d'ovins, de bovins, de caprins, de chevaux, furent nommés députés à l'Assemblée. Au moins si c'était pour y défendre les ovins et les bovins. Au lieu de construire des écoles, les Chinois construisirent des palais du peuple, des stades grandioses pour les parades et les discours des timoniers. Les priorités furent détournées au profit de la corruption, de l'enrichissement illicite, du détournement des deniers publics. Le pays sombra rapidement dans l'appauvrissement, dans la misère, dans l'abrutissement. Les quelques bâtiments d'école qui étaient construits à l'époque dans les villages se dégradèrent. Les rats palmistes et autres serpents se levaient dans de hautes herbes qui occupèrent gratuitement les locaux délabrés. Les politiques de semences furent catastrophiques. Les premiers grands détournements impunis de certains pays du continent furent commis avec les semences, les engrais et autres. Détournement pour la fête. Femme Rickless, sublime voix de Medina Saba. Au village, tout le monde rêvait d'autre chose. Et tous voulaient aller à la ville pour faire fortune rapidement. La débrouillardise était la clé de la réussite, de la survie, sans scrupules, sans morale. S'en sortir, s'enrichir à tout prix. Pour des millions de personnes de ces pays maudits du continent. Pour ceux qui avaient été un peu à l'école, c'était un atout en plus. Et puis la ville, c'était la porte pour le grand exil. Là-bas au moins. Là-bas au loin. L'Italie, les États-Unis ou à défaut la France qui n'était plus la destination de prédilection. La Thaïlande, le Japon, Singapour, Hong Kong devenaient de plus en plus les pays convoités. Surtout par ces temps du décret. La circulation qui devenait de plus en plus dense souhaita la bienvenue à Fatou Ngouille et à Yoro, le cousin de Mom Dioum, à la ville. Ils étaient émerveillés par la circulation, par les odeurs, par le bruit. Des voitures partout, des gens partout, de la fumée partout, des poubelles partout, des cris partout, du bruit partout, des odeurs partout, des tas d'immondices partout, des carcasses de toutes sortes partout. Des carcasses de véhicules, de motos, de moutons, de chats, ils étaient émerveillés, ça pétaradait de partout. Les gens criaient fort, les haut-parleurs déversaient des musiques de toutes sortes à qui mieux, sans retenue. Tout était permis donc à la ville. Le désordre avait affecté le mental des gens et avec la permissivité sur l'ouverture des bars, des maisons closes, des tripots clandestins sur la prostitution, l'alcool, le bruit, les gens s'abrutissaient de plus en plus et ils n'avaient plus de notion de quoi que ce soit. Que c'était beau, surtout les tas d'immondices. Il y en avait partout. Dans les priorités,
Rien n'avait été prévu pour les ordures. Il n'était question dans les premières priorités et dans les priorités imposées que d'assainissement financier, d'ajustement structurel, de parité, de code de la famille, de loi contre l'excision. Personne n'avait pensé aux montagnes d'immondices, aux montagnes de déchets dans les grandes villes du continent. Où les décharger? La ville qui consommait tant de choses d'ici et d'ailleurs. Des choses emballées dans des sachets, des paquets, des cartons. La ville qui grossissait comme le jour du grand rassemblement ne savait pas où mettre ses déchets. La nuit, des décharges pirates se faisaient derrière les immeubles, derrière les maisons. La radio était en marche. Bonsoir. Aujourd'hui, nous commençons par vous, mesdemoiselles, ensuite mesdames et messieurs. Quelques nouvelles avant le grand journal qui sera entièrement consacré aux vacances du timonier dans son village. Une marche a été dispersée par la police aujourd'hui dans les grandes artères de notre belle capitale qui est notre fierté. Comment pouvait-on marcher dans une ville aussi belle? C'est pour cela que la marche a été réprimée avec force. Des villageois manifestaient contre une décision arbitraire de la circonscription urbaine de la ville de déposer des tonnes de déchets dans leur village. Heureusement pour eux, il n'y eut que 3 morts. D'abord, pourquoi ces villageois avaient osé venir manifester en ville sans demander la permission au timonier? Il y a un relâchement dans les comportements depuis que le mot démocratie est prononcé à la radio tous les jours et une fois par an par le timonier lui-même, en personne, en chair et en os. Le timonier n'aime pas vraiment ce mot. Il y en a encore d'autres comme alternance, limite de mandat, limite d'âge, transparence des urnes. Mais il fallait être de son temps, tant que ce ne sont que des mots. Vive notre grand timonier, bonsoir chez vous, n'oubliez pas le décret. Fatungui et Yoro étaient émerveillés par les gens de la ville, surtout les femmes. Des femmes vertes, jaunes, rouges, violettes. Ce n'était même pas la peine d'aller sur Mars, Jupiter, Pluton et Neptune. Il y avait tout ici, même des femmes roses. Elles portaient des chaussures à talons hauts, courts, gros, superposés. Elles avaient du fil de fer enroulé autour des bras, des avant-bras, des poignets. Leurs jambes étaient peintes de différentes couleurs, parfois des couleurs différentes de celles du visage. La ville. Les eaux, des eaux sales et puantes partout. Les canalisations n'existaient que dans le dictionnaire pour ceux qui savaient lire. Rien n'avait été prévu non plus pour les eaux usées. Alors, tout le monde jetait ces eaux sales dans la rue, sauf quand le timonier passait, ou quand Sam venait en visite officielle, même en visite officieuse avec une stagiaire. Fatungui et Yoro, le cousin de Momdium, avaient du mal à se frayer un passage parmi les gens qui ne les regardaient même pas. Les trottoirs étaient surchargés d'étalages, surchargés à leur tour de produits sans origine. Ils étaient émerveillés. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils se sentaient transportés. Des couleurs partout, des lumières partout. La fumée tenace qui s'échappait des véhicules, des taxis-motos, des gros bus carcasses, de toutes sortes de voitures d'occasion, des venus de France, comme on les appelait, tout cela était si agréable. Ils étaient émerveillés. Que c'était beau. Oh la ville, nous t'aimons. Ils marchaient ainsi comme des somnambules quand tout d'un coup ils se retrouvèrent devant un policier. Un gros policier habillé de la tête aux pieds comme un croque-mort. Un policier tenait un gourdin d'une main et de l'autre il caressait la crosse d'un revolver accroché à la ceinture de son pantalon. Ils s'arrêtèrent soudain devant lui, les yeux écarquillés. « Que voulez-vous » leur demanda le policier. Ils le regardèrent avec effroi, crièrent et voulurent s'enfuir, quand le policier sortit un sifflet de sa poche et se mit à siffler. Un autre policier surgit de nulle part et tous les deux se mirent à la poursuite des 2 jeunes gens dans la ville. Des étalages se renversèrent, des vendeurs et vendeuses riaient, les gens s'arrêtaient pour regarder le spectacle. À la ville, c'était ainsi. Les gens de la ville aimaient les événements, tout événement même le plus banal.
Il suffisait qu'une mouche se dispute avec un moustique pour que les gens s'attroupent en criant à tue-tête et en essayant, chacun, d'expliquer la cause de la dispute. Terrible ville. Autour de Fatungui et Yoro, il y avait déjà un attroupement très dense. « Ce sont sûrement des voleurs », dirent quelques-uns. « Il y a trop de voleurs dans ce pays. Il faut vraiment faire quelque chose. Trop de voyous, trop de bandits, trop de voleurs. C'est à cause de la drogue. Ils sont tous drogués. » Tout cela, c'est la faute au mot démocratie que le timonier a demandé de prononcer depuis la visite, l'année passée, du secrétaire général de la francocratie. Fatungui était tombée, son pied ayant heurté un pavé arraché du trottoir. Elle s'était étalée de tout son long, le policier qui était arrivé à sa hauteur lui avait mis son pied chaussé sur les fesses. Elle tremblait, criait, pleurait. Fatungui ne crie pas. « Ils vont penser que nous sommes fous et il y a le décret. Ils vont nous tuer », disait Yoro à Fatungui. Celle-ci continuait à crier, à se débattre. Le pied du policier était posé sur elle. Les gens accouraient de plus en plus et avaient formé un cercle de plus en plus dense autour d'elle. Le cousin de Momdium était solidement tenu par des gens qui le livrèrent aux deux policiers en le traitant de voleur. Il avait reçu des coups de la foule et avait le visage tuméfié. Les gens continuaient à lui donner des coups sur la tête en criant « Voleur, voleur !» Malgré les coups reçus, le cousin de Momdium était encore conscient. Voleur, lui, qu'avait-il volé? Il voulut expliquer qu'il venait à peine d'arriver dans cette ville pour la première fois de sa vie et qu'il en rêvait depuis toujours. Qu'il était venu à la recherche de sa cousine Momdium qui avait disparu depuis 2 jours. Qui pouvait l'écouter? Qui pouvait l'entendre? Voleur, voleur! La foule scandait ce mot avec férocité. Une fourgonnette de police arriva et Fatungui et le cousin de Momdium furent embarqués. Dans la fourgonnette, Fatungui avait perdu la voix. Elle était ébahie, stupéfaite. Non, ce n'était pas possible. Elle devait être en train de rêver. Oui, elle rêvait et elle ferma les yeux. Dans son rêve, elle était retournée au village et se promenait dans les champs avec Momdium qui était revenu. En fait, Momdium n'était allé nulle part. Elle s'était cachée pour savoir si on tenait vraiment à elle. « Tu nous as fait une de ces peurs, Momdium, s'il te plaît, ne recommence plus », dirent les parents et Fatungui. « Non, c'est fini, je sais maintenant que vous m'aimez et que vous allez me protéger s'il devait m'arriver quelque chose, dit-elle. »« Rien ne va t'arriver, lui dit Fatungui. Si on me cherchait, vous me cacheriez? Vous ne me livreriez pas, poursuivit Momdium. Qu'est-ce que tu racontes? Lui dit Fatungui. Un des policiers poussa brutalement Fatungui, la tirant de son rêve, et lui dit « Nous ne sommes pas dans un hôtel 5 étoiles ici. » Elle ouvrit les yeux, regarda autour d'elle, vit Yoro, baissa à nouveau la tête et s'enferma dans son silence. Yoro, de son côté, continuait à parler. « Nous ne sommes pas des voleurs. » Elle, dit-il en pointant Fatungui, toujours tête baissée, c'est l'ami de ma cousine, Momdium, que nous sommes venus chercher à la ville. Cette cousine, elle a disparu depuis 2 jours. Nous ne sommes pas des voleurs, c'est la première fois que nous arrivons à la ville. Nous venons d'arriver, nous ne sommes pas des voleurs. Tais-toi, espèce de voyou, de drogué, de voleur, tu expliqueras tout cela au poste. Tais-toi, ou je vais te faire taire, martela un des policiers, et sa main caressa la crosse de son revolver accroché à la ceinture. Le sang coulait sur la tête de Yoro. La foule avait failli le tuer. Qu'avait-il fait? Voler? Voler quoi? À qui? Se disait-il. Ou bien suis-je devenu fou? Un fou qui raisonnait ou qui ne raisonnait pas. Qui t'avait dit qu'il y avait une différence? Et les recenseurs ne faisaient que suivre les instructions. Tuer tous les fous qui raisonnaient et tous les fous qui ne raisonnaient pas. Ce qu'il vivait à présent était pire que la folie. Mais voleur aussi, ce n'était pas mieux, surtout quand on n'a rien volé. Que se passait-il? Ce n'était pas possible. C'est bien lui, Yoro, venu à la recherche de sa cousine, Momdium, avec sa meilleure amie au village, Fatungui. Mais que faisait Fatungui dans cette fourgonnette de la police? Pourquoi ne disait-elle rien? Qu'est-ce qui leur était arrivé? Yoro allait s'effondrer.
Il se mit à sangloter, voulut mettre ses mains sur le visage, mais il ne put. Il était menotté. La fourgonnette passait facilement entre des taxis-motos, des voitures d'occasion qui dégageaient une odeur fétide d'essence frelatée et des voitures rutilantes aux vitres teintées et fermées. Tout cela au milieu d'un brouhaha terrible d'odeurs fétides dégagées par des monticules d'odeurs où quelques chiens errants et quelques enfants se disputaient des bouts de choses. La ville. C'était cela, la ville dont rêvait toute cette jeunesse au village. La ville dont il rêvait lui aussi. Mais comment elle, la ville, ce désir, cette obsession, l'avait accueilli? Ce n'était pas possible. Il ne voulait pas raconter cela au village, quand il y retournerait. Personne ne le croirait. Il allait être pris pour un fou. Attention, trouver autre chose. Il serait pris pour un menteur. C'était mieux. Non, Fatungui serait là pour témoigner. Témoigner qu'il n'était pas un menteur. Mais bon sang, Fatungui, pourquoi ne disait-elle rien? Elle était assise là comme une mouette. Elle était aussi menottée. Non, ce n'était pas possible. Lui, Yoro, pouvait dire qui était Fatungui, qui étaient ses parents, qui il était. Fatungui n'avait jamais volé de toute sa vie. Fallait-il le répéter encore? Ils étaient arrivés ensemble. Ils venaient d'arriver à la ville, envoyés par les parents à la recherche de Mom Dium, qui avait disparu depuis 2 jours. Fatungui, Yoro l'avait appelée, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait soulevé la tête, avait regardé Yoro dans les yeux et avait à nouveau baissé la tête. Les 2 policiers qui les encadraient dans la voiture parlaient entre eux d'une gargote où ils avaient l'habitude d'aller manger. « Ah, cet endroit est formidable. Tu as remarqué la nièce de la dame? Elle est pas mal. Oh, toi, je te vois venir. Donc ce n'est plus le cochon en sauce que tu apprécies là-bas, c'est la nièce de la patronne. Tu sais, moi, pour tout te dire, c'était la patronne qui m'intéresse. C'est la patronne qui m'intéresse. Les femmes d'âge mûr, il n'y a rien de tel. Elles ont de l'expérience, ne sont pas possessives et ne font plus d'enfants. Là, tu prends ton pied. Ah, toi, tu t'y connais. Tu as peut-être raison. Mais pour moi, une chair fraîche que tu savoures comme une mangue mûre, c'est le sommet aussi. Alors, on met ça pour ce soir, dit l'un? D'accord, qu'on se débarrasse d'abord de nos 2 petits salauds, et puis on fait le programme, répondit l'autre. Tu sais, moi, mon problème, c'est que je n'aime pas faire la ville. Le contrôle sur les voies nationales, c'est mieux. Là, tu te fais ta paye du mois chaque jour. Alors qu'ici, il faut s'occuper des petits voleurs. Tenez, vous là, d'où venez-vous? Dit l'un des policiers s'adressant à Fatungui et Yoro. On peut s'arranger si vous voulez. Vous voulez de l'argent, continua-t-il. Non, dit Yoro, nous venons d'arriver au village. Nous venons d'arriver du village. Nous avons un peu de farine, un billet de retour et celui de Mom Dium si nous la retrouvons. Comment, vous n'avez pas d'argent? Est-ce que vous avez volé? Non, nous n'avons rien volé, nous venons d'arriver, nous, dit Yoro en gémissant. Allons au poste, vous voulez jouer au plus malin? Vous êtes bien tombé. Nous allons nous amuser. Dit la fille, n'est pas mal. Le poste de police se trouvait à peine en pleine ville et la fourgonnette y entra en trombe. Dès que la porte arrière du car de police s'ouvrit, Yoro et Fatungui descendirent toujours menottés. Il y avait des gens en uniforme partout. Certains d'entre eux étaient installés sous un arbre et c'est vers eux que furent dirigés Fatungui et Yoro. L'un des policiers leur demanda de rester debout car celui qui devait être leur supérieur était occupé avec des papiers. Il était assis sur une chaise devant une table. Le poste de police était vaste. Il y avait des véhicules stationnés partout, des véhicules de police et d'autres véhicules. Il y en avait qui entraient, il y en avait qui sortaient. Des gens allaient et venaient. Un homme tout nu, pieds et mains liés, était dans un coin. Son corps semblait avoir reçu beaucoup de coups. Il avait des bosses partout et son visage était tuméfié. Un homme en uniforme passa à côté de lui et lui assena un coup de pied chaussé dans les côtes en lui disant « Alors, cher ami, tu es là? Et ta cargaison de chanvre indien? Tu ne veux pas dire où tu l'as prise? Et ce que tu veux en faire? Je suis un chauffeur, je ne suis pas un trafiquant. Ce sac, on l'a chargé sur la route pour la ville, gémit le chauffeur.
Alors on ne vérifie pas les chargements ? Questionna l'homme en uniforme. C'était dans un chargement de vivres. Il y avait des bananes, du manioc, des ignames, du maïs, répondit le chauffeur. Alors, tu ne fais pas la différence entre du chanvre indien et des bananes ? Écoutez, notre cher ami prétend qu'il n'y a pas de différence entre la banane et le chanvre indien. Et en riant, il lui assena plusieurs coups de pied avant de s'en aller en tapotant sur les fesses d'une petite vendeuse de cacahuètes qui traînait par là. Yoro avait les yeux écarquillés, la bouche ouverte de terreur. Fatungui avait perdu la voix. La personne qui semblait être le supérieur et qui était occupée demanda sans lever la tête. « Oui, qu'y a-t-il » ? « Chef, ce sont 2 petits voleurs attrapés en ville. Nous avons déjà fait le rapport. Ils ont été pris en flagrant délit sur la grande avenue en face du marché. Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune femme, chef. » Tout en parlant, l'un des policiers qui avait accompagné Yoro et Fatungui dans la fourgonnette avait les pieds joints, la tête haute, les bras plaqués le long du corps. Toujours sans lever la tête, le chef ordonna « Qu'ils soient enfermés. » « Ont-ils quelque chose sur eux? De l'argent, des bijoux de valeur? »« Non, chef, rien. »« C'est sûr ?» demanda-t-il cette fois en levant les yeux vers l'agent au garde à vous devant lui. « Oui, chef, » fit ce dernier, le regard au ciel. « Qu'ont-ils volé au juste ?» demanda le chef. « Je ne sais pas, chef. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont commencé à courir, alors nous avons pensé que ce sont des voleurs, et puis la foule aussi a crié « voleurs, voleurs », expliqua le policier. « C'est bien, enfermez-les. » Et chef baissa la tête sur ce qu'il faisait. « Alors, on y va. Allez, on y va. » Quand Fatungui et Yoro furent tirés brutalement, chef leva à nouveau la tête, regarda avec intérêt Fatungui et dit « Agent numéro 0, revenez ici avec la jeune femme seule, j'ai dit. Enfermez-moi l'autre. » Et il remit les yeux sur des papiers. L'agent numéro 0 revint avec la jeune femme et resta planté devant son supérieur. Celui-ci continuait à promener ses yeux sur le papier posé devant lui. Il se ravisa, mit les papiers de côté, regarda vers l'homme nu et ligoté, demanda qu'on l'enferme et qu'on mette le sac de chanvre indien au magasin. Il prit sa casquette et se dirigea vers un véhicule. L'agent numéro 0 le suivit avec la jeune femme qui ne parlait toujours pas, et quand son supérieur s'installa au volant, il ouvrit l'autre portière de devant et y installa la jeune fille.